dois excuser une des intervenantes. Sarah Abdelnour a eu un empêchement, donc on va tous la regretter, mais Sophie Bernard fera ça très bien. Je pense qu'on aura tout le contenu dont nous avons besoin. Il y a un petit ajout au programme, donc il y a M. Robillard qui fera une intervention après, au nom de Smart, et qui présentera un dispositif que Smart a mis en place pour enrayer un peu la précarisation des travailleurs des plateformes numériques, style Uber, Deliveroo, etc. Moi, je vais juste faire une petite introduction générale sur le cycle. Donc, vous avez la présentation du cycle complet dans cette petite brochure qui est distribuée. C'est la 4e saison, c'est la 4e année donc on fait ce cycle qui a pour objectif de penser par nous-mêmes en tant qu'opérateurs culturels. C'est une initiative d'une plateforme d'opérateurs culturels. Donc, les opérateurs culturels, c'est des gens qui travaillent sur comment s'implantent des modèles culturels dans la société, comment on fait culture ensemble avec des programmes d'activités de cinéma, de théâtre, des expositions, mais aussi ce qu'on appelle l'éducation permanente, donc des lieux où on apprend à réfléchir sur nos pratiques culturelles, où on les met en question et on met en question un peu ce que nos pratiques culturelles peuvent développer comme imaginaire individuel, mais à partir des imaginaires individuels, surtout des imaginaires collectifs. Donc comment ces choses-là prennent place. Donc, nous sommes un consortium d'opérateurs culturels, je vais tous les citer. J'ai oublié de les citer, je n'ai pas eu le temps de les citer ce matin à notre cher RTBF qui m'a houspillé avec les questions. Donc, il y a Culture et Démocratie, il y a XARA, CESEP, la Concertation Action Culturelle Bruxelloise, Action Média Jeune, Revue Nouvelle. C'est presque tout bruxellois, hein, mais Action Média Jeune, c'est de Namur. Il faut quand même le signaler. Il y a Revue Nouvelle, il y a PAC, il y a Centre Librex, il y a Collectif Formation Société Éducation Permanente, il y a la Maison du Livre et il y a Point Culture. La Maison du Livre a pour le moment une exposition qui s'appelle Mon père, ce robot, et ce soir, ils ont une conférence co-organisée avec le CESEP aussi sur Mon père, ce robot, qu'est-ce que les robots laisseront aux humains. Donc, nous, comme opérateurs culturels, on a voulu commencer à réfléchir par nous-mêmes sur les impacts du numérique sur les métiers de la culture, mais aussi, au-delà des métiers de la culture, comment on fait culture dans la société de manière générale. Et donc, on peut constater quand même qu'il y a des évolutions assez importantes qui apparaissent dans la manière dont le numérique est traité, par rapport à certaines années où on nous présentait le numérique comme la solution un peu qui va solutionner un peu tout, qui va apporter de l'emploi, qui va ramener du lien, du lien social, etc. On peut constater que les sciences humaines, quand même, ont eu le temps de travailler en profondeur, de faire des études, de ramener des résultats, etc. Et donc, on voit quand même de manière beaucoup plus évidente apparaître des études, des sondages, des reportages, qui montrent que ce n'est pas aussi top qu'on pouvait le penser. Mais ce n'est pas pour se vanter, mais nous, au niveau des travailleurs culturels et travailleuses culturelles, on en avait l'intuition quand même. Par exemple, quand on pouvait constater, avoir l'intuition que le numérique, contrairement à ce qu'on disait, ne donnait pas un accès effectif à la diversité culturelle, à la diversité des expériences esthétiques, c'était de l'ordre de l'intuition, c'était sur le terrain. Maintenant, il y a des analyses, des études qui montrent que l'impact des algorithmes, des bulles de filtres, etc., emprisonnent et toutes les plateformes que nous avons inventées comme donnant accès à tout ce qui existe comme musique, Deezer, etc., ne sont absolument pas des interfaces qui donnent accès à la diversité culturelle. Et donc, il y a aussi toutes des choses qui apparaissent et qui petit à petit mettre en question un peu l'idylle qui s'est installée entre les populations et le numérique au dire de pas mal de personnes. Une analyse récente sur les adolescents menée par les Mutualités Libres montre que 50-55% des adolescents se disent trop accros ou pas mal accros à leur smartphone, avec quand même des discours en disant on se sent quand même obligé d'être sur les réseaux sociaux, de se tenir au courant. Si on n'y est pas, on culpabilise, on n'est pas dans le rythme, on n'est pas dans le jus, etc. Donc, ce qui nous intéresse, nous, comme opérateurs culturels, c'est un peu de voir, mais qu'est-ce que ça va créer comme mental, ce genre
ce genre de situation, ce genre d'état. Qu'est-ce que ça va créer, cette espèce d'autocompétitivité, de productivisme de soi, d'instrumentalisation de la subjectivité qui se passe avec ces interfaces-là qui sont omniprésentes, à l'opposé de l'impression qu'on peut avoir, ils sont tous occupés sur leur smartphone, ils s'amusent bien, tout est bien. Non, il y a quand même 50% qui, quelque part, a l'intuition que ça ne les satisfait pas et que ça ne correspond pas à ce qu'ils aimeraient avoir comme relation au monde. Donc, c'est des choses qui commencent à être un peu mieux documentées, un peu mieux présentées. Et le cycle de conférence a essentiellement comme objectif d'instruire, d'analyser c'est quoi comme modèle culturel qui se met en place avec tout le numérique, l'environnement numérique, le milieu numérique, et de permettre aux citoyens, et là où nous avons des relations avec eux et avec elles, de réfléchir et d'essayer de montrer des alternatives aux projets culturels. Donc aujourd'hui, on commence un cycle qui va être très axé sur le numérique et le travail. Il y a plusieurs séances qui seront sous des angles différents consacrés à ce qu'on appelle les plateformes numériques, le capitalisme des plateformes. On commence par Sophie qui va développer tout ce travail sur Uber, qui va un peu nous expliquer comment ça fonctionne. Après, on aura aussi des séquences avec quel est l'impact du numérique sur la recherche scientifique, sur les soins de santé, sur les interfaces de recherche d'emploi, avec un jeune doctorant qui a fait un travail à Plaine-Saint-Denis avec Pôle emploi pour voir qu'est-ce que ça impacte quand on cherche de l'emploi et qu'au lieu de rencontrer quelqu'un, on doit s'adresser à un guichet électronique, remplir des formulaires, etc. Par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, il y avait un économiste qui s'appelle Daniel Cohen qui écrivait dans Libération hier: les personnes qui travaillent pour Uber n'ont pas un employeur en chair et en os, mais un logiciel qui leur assigne des tâches et définit leurs conditions d'existence. Alors, voilà, ça concerne telle ou telle personne qui travaille pour Uber, mais à travers Uber, c'est un peu tout ce que devient le travail dans la société pour tout le monde. Donc, ce qui se met en place avec ce genre de travail, qui est une désolidarisation, une déréglementation sociale, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre conscience que ce qui se passe là impacte et concerne tout le modèle culturel du travail, toute la culture du travail dans la société, et qu'on doit recréer, nous, en tant que médiateurs culturels, opérateurs culturels, une certaine solidarité pour questionner ces choses-là, non pas en disant ça n'intéresse que les gens qui travaillent là-dessus, mais ça nous intéresse tous. Qu'est-ce que travailler comme ça avec l'absence d'employeur en chair en os, tout envoyé par des commandes par un logiciel? Encore une fois, qu'est-ce que ça va créer comme mental individuel, collectif, comme société, comme relation aux autres, comme relation au monde? Voilà, quel est le modèle culturel qui se met en place à travers tout ça? Eh bien, on commence à l'examiner aujourd'hui avec notre premier invité, à qui je suis très content de céder la parole. Donc, merci pour cette invitation. Je vais essayer de représenter en même temps ma collègue Sarah Abdelnour qui n'a pas pu se rendre disponible, en évitant de perdre ma voix en cours de route, parce que je suis aussi attaquée par une grippe. Mais donc je vais vous parler donc de Uber. Alors Uber m'a tué, c'est un slogan en fait, comme vous le voyez en dessous, qui est mobilisé dans les mobilisations de chauffeurs VTC. Donc c'est véhicules de transport avec chauffeur à Paris. Donc, sachant que voilà, on a fait l'enquête ensemble, donc on est pour le coup sur ce sujet-là, on est un peu interchangeables. Donc Uber, on s'y est intéressé notamment parce que on en parle beaucoup et c'est devenu l'emblème de ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme. Un capitalisme de plateforme donc qui viendrait bousculer l'organisation collective du travail, qui viendrait bousculer les formes d'emploi. Uber, c'est une entreprise qui a été créée en 2009 à San Francisco, qui s'est implantée en France en 2012. Alors en fait, les plateformes, parce qu'il y en a plusieurs en France, il y a Uber, mais il y a aussi depuis chauffeur privé, le cab, Taxify, etc. Toutes ces plateformes, en fait, elles sont apparues en France à la faveur de la dérégulation du secteur des taxis.
et de la transformation de ce qu'on appelait la grande remise. Donc la grande remise, donc, qui s'est transformée en secteur du VTC. Donc la grande remise, c'était les voitures plutôt de luxe, qui travaillaient qui offraient des services plutôt de luxe, des courses privées, qui travaillaient essentiellement pour des hôtels. Et donc qui s'est transformé à ce moment-là, donc en 2009, et les plateformes donc se sont engouffrées dans cette réforme pour s'implanter en France. Et donc ça passe par une externalisation des chauffeurs qui exercent, pour la très grande majorité, donc, sous des statuts d'indépendants. Alors finalement, pas tant que ça en auto-entrepreneur, parfois pour commencer, mais en fait, finalement, ils optent plutôt pour le statut SASU, ce qui veut dire Société par action unipersonnelle, par action simplifiée unipersonnelle. Je peux revenir dessus si vous voulez après. Donc, ce qu'on a vu, donc on voit inaugurer un nouveau modèle économique avec ce nouvel intermédiaire qui nous permet de questionner un peu les transformations du travail et de l'emploi que ça génère. Alors, d'après le registre du VTC, c'est la seule source disponible pour essayer d'avoir un peu une vision un peu quantitative, statistique du secteur. On a, à l'heure actuelle, en France, plus de 34 000 chauffeurs VTC, avec une très grosse majorité en France, puisque c'est autour de 27 000 en Île-de-France. Donc là, vous n'avez pas, quand on vous dit VTC, ce n'est pas uniquement des travailleurs qui passent par l'intermédiaire des plateformes. En fait, ils sont de plus en plus contraints, je vais y revenir. Mais vous pouvez avoir des chauffeurs qui continuent, selon le modèle de la grande remise, à avoir des courses privées. En fait, c'est extrêmement rare parce qu'ils deviennent de plus en plus dépendants justement des plateformes. Donc un modèle a priori attractif, puisqu'une expansion extrêmement rapide, et en même temps avec des tensions qui sont apparues assez rapidement, à partir d'octobre 2015. Donc j'y reviendrai, puisque là, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter cette mobilisation et au travers de cette mobilisation, un peu revenir aussi sur les conditions de travail, d'emploi de ces chauffeurs. Donc en faisant sortir les travailleurs du salariat, en les faisant sortir du cadre du droit du travail et en remettant en question les obligations et les normes qui structurent les univers professionnels d'indépendants comme l'artisanat, Uber donc participe d'une forme de dérégulation du travail et de l'emploi. Que justement des régulations que les chauffeurs VTC viennent contester. Ils appellent justement à une re-régulation du secteur et du travail et de l'emploi. Donc, dans un premier temps, on a eu une démobilisation des taxis. On en a entendu pas mal parler, des taxis qui protestaient donc contre l'implantation des plateformes. Et puis, finalement, depuis l'automne 2015, donc, ce sont les chauffeurs VTC eux-mêmes qui ont commencé à se mobiliser. Et on a suivi donc, tout le processus depuis 2015 et on a vu progressivement un processus d'institutionnalisation du mouvement, une organisation plus formalisée au fil du temps. En même temps, ça nous intéressait particulièrement, cette mobilisation, parce que là, on a des profils plutôt atypiques en termes de travailleurs mobilisés. D'abord parce que ce sont des travailleurs indépendants, et donc il y a un certain nombre de barrières à la mobilisation de travailleurs indépendants, tout simplement parce qu'ils se retrouvent aussi en concurrence les uns avec les autres. Et puis faire cause commune, il faut encore se retrouver dans une sorte d'identité collective. Il faut trouver aussi les moyens de se coordonner, ce qui n'est pas forcément évident quand on est des travailleurs indépendants, donc des travailleurs isolés. Sont plutôt des jeunes hommes, très très majoritairement donc des hommes, qui sont peu familiers de l'action collective. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une mobilisation qui pourrait paraître assez improbable. Donc, c'est ce qui nous intéressait aussi, c'est finalement qu'est-ce qui a permis cette mobilisation dite un peu improbable. Donc, les questionnements que je vais un peu aborder ici, donc c'est finalement comment est-ce qu'on passe d'un engagement dans l'indépendance à une mobilisation collective. Donc, sachant que là, finalement, on a un mouvement, une mobilisation
de travailleurs indépendants, mais qui finalement c'est très proche de la mobilisation, d'une mobilisation de travailleurs salariés. Alors, la raison, c'est peut-être justement que ces travailleurs indépendants sont dans un statut assez ambivalent. On le voit dans un certain nombre de pays, notamment, mais même en France aussi, il y a des tentatives de requalification en contrat de travail. Donc là, cette mobilisation collective, justement très proche des mobilisations collectives de salariés, c'est peut-être liée aussi au fait qu'on est dans une situation assez ambiguë de ce point de vue-là. Donc pourquoi ce mouvement a émergé, revenir un peu à la genèse de ce mouvement, qui sont les leaders, quel rôle les syndicats y jouent, parce que progressivement on va citer un processus de syndicalisation. Quel est ce qu'on appelle le répertoire d'action protestataire, c'est-à-dire les modalités, quels sont les outils qu'ils mobilisent pour protester. Et puis finalement, quelles sont leurs revendications. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur une enquête. Alors, juste pour préciser, donc c'est l'enquête. Donc Uber, elle s'inscrit dans un projet collectif qui réunit donc toutes ces personnes, qui sont essentiellement des sociologues plus de juristes. Donc c'est l'ANR CAPLA qui a un projet sur le capitalisme de plateforme, avec en fait, l'idée, c'est de pouvoir comparer justement des plateformes un peu différentes pour voir un peu les points communs, voir aussi ce qui les distingue. Donc on a des collègues qui travaillent sur les coursiers à vélo, sur les plateformes type les chefs à domicile, la ruche qui dit oui, donc vous voyez c'est encore autre chose, des full factory, tout ce qui est travailleurs au clic, Etsy, c'est de l'artisanat en ligne. Donc voilà, on a une diversité de plateformes, plus ou moins marchandisées. Et l'idée, c'est d'essayer de comparer justement les conditions de travail et d'emploi, les statuts d'emploi, ce qui en découle. Dans cette présentation, donc, je vais me focaliser donc, sur le cas de la mobilisation des chauffeurs Uber, pour faire vite, pour dire en disant chauffeur Uber, mais donc en articulant donc des travaux de sociologie du travail et des travaux relevant de la sociologie des mouvements sociaux, donc à l'articulation sociologie et un peu sciences politiques. Donc, il s'agit d'une enquête ethnographique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, depuis 2015, on suit donc avec Sarah les mobilisations collectives. Donc, on participe à toutes les actions, donc, toutes les mobilisations, on y est. C'est des moments justement où on observe ce qui est en train de se construire et puis on peut faire des entretiens informels avec tous les chauffeurs mobilisés. On a fait des entretiens plus formalisés donc avec les leaders du mouvement. On a rencontré aussi les acteurs politiques de la régulation du secteur. On suit aussi beaucoup les échanges sur les réseaux sociaux, parce que je vais en reparler, mais c'est un vecteur de coordination, justement. Donc, et nous, ça nous permet de nous tenir informés de toutes les actions et donc d'y aller. Et puis par ailleurs, ça c'est pour ma partie pour le coup, moi j'ai poursuivi en fait l'enquête avec des entretiens avec des chauffeurs hors mobilisation. Donc j'ai fait des entretiens avec 38 chauffeurs qui ne participent pas aux mobilisations. Ça va être un peu compliqué pour pouvoir obtenir ces entretiens parce qu'ils ne sont pas du tout disponibles. Mais ça permet de voir en même temps les spécificités des chauffeurs mobilisés. Donc ça, c'est un peu un contrepoint. Donc ça me permet d'avoir d'autres données en complément. Donc d'abord, comment a émergé cette contestation? Alors c'est l'automne 2015 qui marque le début de cette contestation. Donc les premières actions protestataires, elles ont pour cible les plateformes, en particulier Uber, et les changements de leur politique commerciale, en particulier les pratiques tarifaires. Mais on va voir à un autre niveau que ces actions, cette entrée dans l'engagement, dans la mobilisation, elle s'explique aussi par les trajectoires des chauffeurs, et notamment des trajectoires de déception
déception commune qui est une déception qui va participer à souder, à construire un collectif et des formes de revendication. Donc de l'engagement à la déception, c'est que initialement, donc il s'agit d'un métier qui initialement était conçu comme valorisant et lucratif. Alors, valorisant parce que donc dans le cadre des mobilisations, c'est des moments justement où c'est des moments où finalement on peut saisir, sont énoncées les déceptions dont les chauffeurs font l'expérience. Le ressort commun, c'était l'espoir d'ascension sociale. Espoir d'ascension sociale qui était associé au fait de devenir un travailleur indépendant, devenir mon propre patron. C'est perçu justement comme une forme d'ascension sociale. Et puis aussi du fait de voir une amélioration de ses conditions de rémunération. Donc pour préciser, pourquoi initialement c'était lucratif? Parce que initialement c'était lucratif, ce que nous expliquent les anciens chauffeurs, c'est que Uber s'installe en fait à chaque fois à coup de prime. C'est-à-dire que pour arriver, donc c'était le cas à Paris, mais c'est le cas dans d'autres villes, pour inciter les chauffeurs à se connecter à l'application, eh bien Uber leur offre des primes, et des primes qui peuvent être assez élevées. Et après, les assemblages varient, c'est-à-dire au début, c'était juste vous connecter à l'application et vous aurez 15 € de l'heure, sans rien faire, même sans faire de courses. Et donc, le dispositif, les primes comme ça ont pris différentes formes, mais ça leur assurait de fait un revenu minimum assez conséquent. Et donc, progressivement, ils se sont pris au jeu, ils sont rentrés parce que c'était lucratif. Ils en parlaient aussi entre eux. C'est-à-dire souvent on devient chauffeur Uber parce qu'on a vu un proche le devenir et qui justement gagnait bien sa vie. Donc c'est à coup de primes. Et puis, à un moment donné, les primes, elles ont disparu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Uber a eu suffisamment de chauffeurs pour couvrir le territoire, pour que les clients n'attendent pas trop longtemps une course, eh bien, les primes ont été supprimées. Donc déjà, première réduction des rémunérations. Les déceptions aussi, elles sont liées elles sont liées à ces trajectoires. Donc ces chauffeurs, je vous le disais tout à l'heure, donc ils sont plutôt jeunes. Souvent, en fait, ils ont une première expérience professionnelle, mais donc de niveau technicien ou dans le transport. Ils étaient caristes, conducteurs de cars, ambulanciers, coursiers. Et ils ont connu en fait des conditions de travail et d'emploi, des conditions de travail assez pénibles. Ils ont connu la précarité, ils ont connu des périodes de chômage. Donc c'est justement beaucoup d'espoir dans cette activité de chauffeur. Ils ont vraiment misé dessus. Ils vont rapidement être déçus. Donc d'abord, chute des rémunérations, parce qu'ils vont voir arriver une concurrence interne, Uber Pop. Donc Uber Pop, c'est donc les non-professionnels, c'est-à-dire c'était le système de covoiturage initialement. Vous pouviez, je ne sais pas si ça existait aussi en Belgique. Si. Donc en fait, il suffisait, c'était présenté comme du covoiturage, c'est un service assuré par des non-professionnels. Vous allez à tel endroit, vous connectez sur l'application et puis vous avez des places dans votre voiture. Donc, très bien. Bon, sauf qu'en fait, c'était plutôt des professionnels déguisés en non-professionnels, progressivement. Donc, en tous les cas, une concurrence interne qui apparaît, c'est-à-dire qu'on a des chauffeurs professionnels, c'était les Uber X, et puis des non-professionnels, Uber Pop, avec des tarifs beaucoup moins élevés. Et donc, concurrence déjà en interne. Donc, déjà, première chose. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu une interdiction d'Uber Pop et qui s'est au même moment, je ne sais pas s'il y a un lien, je pense qu'il y en a un. Au même moment, en fait, Uber a décidé d'augmenter sa commission et de baisser le tarif des courses. Donc, baisse des tarifs des courses de 20%, hausse de la commission qui est passée de 20% à 25%. Donc, de fait, un effet direct sur les rémunérations.
Autre élément, c'est l'arrivée massive des lotis et de leurs salariés. Alors, parce qu'on parle donc, dès qu'on pense chauffeur Uber, on pense travailleurs indépendants. En fait, il y a aussi des salariés, alors aujourd'hui de moins en moins. En fait, il y avait initialement plusieurs statuts. Donc, il y avait des chauffeurs VTC qui avaient la licence VTC, une formation spécifique. Et puis, il y avait des lotis. Qui en fait, donc les lotis, c'était le transport collectif en zone rurale initialement. Et Uber s'est en fait à inciter en fait les chauffeurs à utiliser ce statut parce que la formation elle est beaucoup plus rapide, donc obtenir la licence c'est plus rapide et en plus c'est moins cher. Et surtout, quand on est loti, on peut employer des chauffeurs, donc des salariés, on peut salarier donc des chauffeurs qui n'ont besoin, eux, que du permis de conduire, pas de licence particulière. Les autres, donc, ils ont la licence VTC, eux, ils ont la licence loti, et donc les lotis, les capacitaires, peuvent embaucher donc, des salariés qui ont uniquement des permis de conduire. Gros avantage pour Uber, parce que du coup, ils peuvent aussi augmenter le nombre de chauffeurs extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'on a vu arriver des gros capacitaires qui en fait étaient des investisseurs, qui arrivaient et recrutaient une centaine de chauffeurs d'un seul coup, qui n'avaient que le permis de conduire, alors qui étaient des salariés. Là, on mettra plein de guillemets, parce qu'en fait, c'était vraiment des salariés, on était à la limite de la légalité, au sens où c'était des contrats souvent à temps partiel, mais en fait, ils travaillaient 70 heures par semaine. Et c'était des bricolages de type, par exemple, moi j'en avais rencontré un qui m'expliquait, il devait payer tous les jours 85 € à son capacitaire, et puis donc pour avoir la voiture. Et puis après, sur les courses, il devait lui verser un pourcentage, autour de 40%, ça peut aller jusqu'à 60%. Et donc après, une fois qu'il a en gros après le reste c'est pour lui. Mais donc pour le coup il leur reste pas grand chose. Et puis une grosse partie en fait n'était pas vraiment déclarée. Donc on avait en fait une part très importante finalement de salariés entre guillemets qui étaient extrêmement précaires. C'est un peu paradoxal, c'est que finalement les plus précaires étaient les salariés, soi-disant salariés. Entre-temps, donc, on a eu la loi Grand-Guillaume qui est venue réguler le secteur, qui a été appliquée donc, en mars dernier, qui a consisté finalement à interdire en fait, les lotis dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, là où ils sont. Et donc, tout chauffeur doit détenir la licence VTC. Il y avait eu une grosse campagne médiatique à ce moment-là de la part des applications, notamment de Uber, qui parlait de plan social en disant qu'on supprimait de l'emploi, sachant qu'en fait, c'était vraiment une demande des syndicats, des organisations professionnelles de VTC, que de venir réguler et empêcher, arrêter en fait le déploiement de ces chauffeurs dits salariés, de fait de leurs conditions de travail extrêmement pénibles. Donc, en tous les cas, ces lotis, leurs salariés, cette arrivée massive a eu des effets aussi sur les autres chauffeurs, puisque grosse concurrence. Donc, à partir de là, on a moins de courses, moins de demandes. Donc, ça a des effets aussi sur les rémunérations. Donc, ça vient s'ajouter aux autres éléments qui sont venus en fait réduire les rémunérations. Ensuite, on a un autre élément. C'est que, de fait, la dégradation des conditions de travail et de rémunération des chauffeurs, elle s'explique par l'évolution des plateformes, par leur positionnement, leur stratégie, on le voit, mais elle doit aussi être pensée à l'aune de la situation des chauffeurs. En fait, les chauffeurs font aussi parfois l'expérience d'un effet de ciseau. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est qu'ils passent en société, en fait, ils bénéficiaient souvent d'aides, d'un certain nombre d'aides, comme l'ACRE, c'est l'aide aux chômeurs, créateurs et repreneurs d'entreprises. Donc, du fait donc c'était des personnes qui étaient au chômage et qui, à partir du moment où ils montent leur entreprise, bénéficient notamment de l'ACRE, qui consiste en une exonération partielle des cotisations sociales au démarrage de l'entreprise. Et donc, ils peuvent en bénéficier pendant 3 ans. À partir du temps qu'il reste micro-entrepreneur.
Et donc finalement, c'est venu. Donc initialement, si vous aviez des chauffeurs qui initialement avaient l'ACRE, qui touchaient toutes les primes de Uber, en fait, à partir du moment où tout ça s'arrête, mais ils se retrouvent dans une situation finalement extrêmement précaire et difficile. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un cumul d'éléments qui viennent réduire leur niveau de rémunération. Donc, et notamment, donc, quand ces aides sociales s'arrêtent, eh bien, c'est tout l'équilibre financier de leur activité qui se trouve remise en question, et donc leur situation peut nettement se dégrader. Donc, on est dans une situation d'indépendance sous dépendance. D'abord, parce que devenir travailleur indépendant, ça a un coût. Ce que beaucoup de chauffeurs, en fait, réalisent tous les coûts que ça engendre. C'est-à-dire que quand vous échangez avec eux, ils vous donnent souvent initialement leur chiffre d'affaires. Sauf qu'évidemment, il y a un gros écart entre leur chiffre d'affaires et ce qui va leur rester à la fin, puisqu'il faut déduire les cotisations, l'essence, la location de la voiture, sachant que la location de la voiture, c'est entre 1 000 voire 2 000 euros par mois, donc c'est quand même énorme, ou le crédit, quand il y en a un. Sachant que Uber impose des modèles de voitures. Donc ce sont plutôt des berlines, des voitures assez chères. Donc ça suppose un investissement quand même important. Et ce sont des voitures, alors initialement elles devaient avoir 4 ans maximum d'ancienneté. Ça va en fait assez vite. Aujourd'hui c'est 6 ans. Donc il suffit, on a des récits comme ça de chauffeurs qui achètent une voiture d'occasion qui avait en fait 2 ans, et puis ils n'ont pas encore fini de rembourser le crédit, que finalement leur voiture, ils ne peuvent plus l'utiliser pour continuer leur activité. Donc un travail à crédit et une difficulté justement à anticiper tous ces coûts. Ce qu'on note aussi, c'est une dépendance accrue aux applications. C'est que, je vous le disais, initialement, donc, le secteur, quand on était VTC, on donc travaillait pour des hôtels ou des clients privés. Donc on développait sa clientèle. Et avec le déploiement des applications, ça devient extrêmement difficile parce que cette clientèle, elle passe de plus en plus par les applications qui proposent des tarifs plus avantageux. Donc les chauffeurs deviennent de plus en plus dépendants des applications parce que déployer sa clientèle privée, c'est extrêmement difficile. Parce que finalement, cette clientèle part aux applications. Remise en cause aussi de l'autonomie au travail. Si justement on compare avec la grande remise, en effet, ce sont des travailleurs indépendants qui organisent leur temps de travail comme ils le souhaitent, ou en tout cas en fonction de la clientèle, évidemment, malgré tout. Mais qui sont de fait autonomes. Les chauffeurs VTC, en fait, doivent respecter un certain nombre de consignes qui sont données par les applications. C'est là où on est dans une situation assez ambivalente, encore une fois. Avec le port de la cravate, du costume. Initialement, ça a changé, mais initialement, il fallait offrir une bouteille d'eau systématiquement. Il y avait des bonbons à disposition. Vous avez les chauffeurs doivent signer une charte quand ils ont ce contrat de collaboration ce contrat commercial avec Uber, une charte avec tout un tas de conseils. Donc qui viennent finalement cadrer en fait leur activité, donc qui questionnent un peu justement leur statut. Et puis donc ce qu'on voit aussi, c'est un accroissement de leur temps de travail de fait, étant donné que leur rémunération, que le tarif des courses a chuté, que les commissions ont augmenté, souvent ils n'ont plus ces aides, etc. Eh bien, ils tendent à accroître leur temps de travail. Donc, ils sont nombreux à nous dire qu'ils travaillent 13 heures, 14 heures par jour. Alors, Uber, depuis, a limité le temps de connexion à l'application à 11 heures par jour. Alors, pas de connexion à l'application, le temps de course.
Ce qui veut dire que quand on est connecté, le temps de course, c'est quand il y a un client qui est dans la voiture, mais vous êtes connecté dans ces cas-là plutôt 13-14 heures. Et puis, étant donné qu'il y a plusieurs applications, de toute façon, vous pouvez toujours continuer de travailler. Donc, beaucoup expliquent qu'ils travaillent 13 heures, 14 heures par jour, 7 jours sur 7, au mieux 6 jours sur 7. Et aussi, ce qui est toujours aussi ambivalent, c'est que les chauffeurs vous disent toujours, moi, ce que j'apprécie, c'est de pouvoir organiser mon temps de travail comme je le souhaite. Ce qui est très classique du côté des travailleurs indépendants. Cette revendication d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail. En réalité, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, sous la pression économique, ils choisissent de moins en moins. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt travailler durant les phases de majoration. Donc, comme vous le savez peut-être, les tarifs ne sont pas toujours les mêmes. En fonction s'il y a beaucoup de clients et peu de chauffeurs, en fait, Uber va pratiquer des majorations. Donc, les tarifs augmentent. 1,3, 1,8, 2,5, etc. On entend souvent parler au moment du réveillon du Nouvel An, où les tarifs souvent explosent. Ils explosent de moins en moins parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Mais ces phases de majoration, c'est toujours quand même, c'est toujours un peu prévisible. C'est plutôt le matin très tôt, parce que c'est l'heure de pointe. C'est plutôt en soirée et c'est plutôt le week-end. Donc en termes d'articulation avec la vie familiale, par exemple, ou la vie personnelle, vous voyez bien que ça limite un petit peu cette autonomie. Donc, de fait, ça a des coûts sur la vie personnelle et familiale. Donc, beaucoup nous expliquent qu'ils ne voient plus leur famille, qu'ils s'étaient engagés dans le métier, prêts à faire des sacrifices en disant, voilà, je suis prêt à faire des heures, mais il faut que ça paye. Et là, ils ont justement le sentiment que finalement, ils font des heures, mais que ça ne paye pas. Et que derrière, la famille, justement... il y a des cas de divorce, en particulier chez les leaders des mouvements, parce que c'est extrêmement compliqué. Ils doivent ils s'investissent à la fois donc dans leur activité professionnelle et aussi dans le mouvement, dans les négociations, etc. Et leur vie personnelle tend à en pâtir sérieusement. Donc premier élément qui explique l'émergence de ce mouvement, c'est cette forme d'un engagement à la déception, aux déceptions qui ont pu émerger et qui tendent donc à créer une sorte de collectif. Parce que donc, dans les mobilisations, on entend toujours parler de ça. Autre élément qui va permettre cette mobilisation, ce sont les facteurs de proximité. C'est qu'initialement, on n'imaginait pas qu'il y avait en fait autant de liens entre chauffeurs. On les voyait vraiment comme des chauffeurs isolés, chacun dans leur voiture. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a donc des réseaux sociaux en particulier. Je disais tout à l'heure aussi, beaucoup de chauffeurs ont commencé sur le conseil de proches. Donc déjà, ils connaissent souvent d'autres chauffeurs. Et puis, donc, il y a tout un tas d'espaces d'échanges physiques ou virtuels qui se sont créés. Donc, alors, on a tout un tas de lieux de sociabilité qui sont similaires à ceux des taxis, comme les zones d'attente autour des aéroports. Alors, par exemple, étant donné qu'ils n'ont pas d'espace pour se garer à l'aéroport, on sait qu'ils sont tous à la station Total de Charles de Gaulle, qui s'est totalement adaptée. Ils ont installé une table de ping-pong, enfin bref. Parce que justement, il reste ici des heures à attendre des clients. Donc des zones officielles, des zones non officielles, certains cafés, certains restaurants, et puis donc tout un tas d'échanges qui se sont développés en ligne via des groupes WhatsApp où justement on se refile des courses, en particulier des courses privées, et puis des pages Facebook. Donc on s'échange des bonnes adresses, des endroits où aller déjeuner pour pas cher, des vidéos humoristiques, enfin tout un tas d'informations. Ce qu'on voit, c'est que les plus mobilisés sont le plus souvent justement des chauffeurs qui sont intégrés dans le collectif, qui sont intégrés sur ces réseaux, qui sont les plus intégrés. Ce qui est assez classique dans tout ce qui est travaux sur les mobilisations. Les plus mobilisés sont aussi les plus intégrés dans la profession et dans le collectif.
Ce qui va aussi, donc il y a un collectif qui se crée à travers ces réseaux. Ce qui va aussi jouer, c'est le partage d'une identité masculine. Je vous mets un petit extrait d'un des sites. Donc, je vous le disais, une très forte majorité d'hommes. Nous, on était tout de suite repérés dans toutes les manifestations de fait. Donc, à chaque fois, on nous prenait pour des journalistes. Donc, on leur expliquait, en fait, pour une fois, on avait bonne presse en disant qu'on était sociologue. Ça nous changeait. Donc, en fait, les chauffeurs partagent une identité genrée très forte. Alors, de fait, c'est quasi exclusivement des hommes et ils tiennent aussi un discours très viriliste. Alors, parfois aux accents un peu misogynes et homophobes. Donc, voilà, les chauffeurs mobilisés, on va retrouver dans les sites, mais dans les prises de parole publiques, même dans les discussions informelles, dans les mobilisations. Nous, on est les vrais hommes, on a des couilles, les autres, c'est des PD. Voilà, bon. Je vais vous passer les détails. Mais ce qui est vraiment mis en avant, c'est le courage, le combat comme des valeurs masculines partagées. Alors, ce qui est aussi ce qu'on peut retrouver dans tout un tas de mobilisations aussi dans le monde ouvrier. Donc, ce qui n'est pas forcément spécifique, mais en tous les cas, qui est vecteur de rapprochement. Ce qu'on voit aussi, c'est la réactivation d'un registre anticolonialiste. Donc, on a des proximités entre assignation et revendication exprimées dans des termes racialisés. C'est-à-dire que beaucoup de chauffeurs sont immigrés ou ont des parents immigrés. Donc, ils ont connu ou eux-mêmes une trajectoire de migration ou leurs parents, avec des origines, souvent ils viennent des pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Et finalement, ils en parlent un peu, parfois comme un stigmate, mais qui peut aussi servir de vecteur de solidarité et qui est en fait très présent dans les discours et dans les actions contestataires. Donc, le stigmate, il est tantôt dénoncé, comme par exemple tout ce qui est en termes de discrimination au travail. On a vécu des discriminations au travail. C'est un point commun. Et il est parfois retourné, comme lorsque les chauffeurs mettent en avant leur fierté d'Algériens, par exemple. En tout cas, c'est un fil qui relie une partie conséquente des échanges entre chauffeurs. Donc là, vous avez par exemple un extrait, une capture d'écran sur donc à propos des Chibani. Donc on voit des références donc à la colonisation, aux migrations, et on va retrouver ça dans les discours contestataires. Par exemple, les traîtres sont désignés comme les harkis. C'est pas les jaunes, c'est les harkis. Les plateformes vont être traitées d'esclavagistes. Donc, ces références, elles construisent un discours collectif et elles participent à rapprocher donc ces chauffeurs. Ce à quoi on va assister aussi, qui va permettre ce mouvement, c'est donc une institutionnalisation progressive du mouvement. C'est que, donc progressivement, donc nous on le suit depuis fin 2015, les actions protestataires se sont structurées. On a vu émerger des représentants, on a vu émerger des syndicats de travailleurs. Donc on a en fait un syndicat, l'UNSA, qui est apparu avant même les premières contestations, donc enregistré officiellement donc en octobre 2015. À l'été 2015, c'est l'association CAPA VTC qui s'est aussi montée, l'association aussi Active VTC, donc des organisations collectives qui sont apparues en fait assez rapidement et qui ont existé préalablement aux actions protestataires des VTC, donc qui ont justement permis d'organiser aussi le mouvement, alors de plus en plus, de mieux en mieux organisé au fil du temps. Mais donc tous ces regroupements, ils ont été fondés par des chauffeurs dont les meneurs donc sont très présents sur les réseaux sociaux, pendant les manifestations. Et donc on a donc là depuis donc l'UNSA en fait est sorti finalement
Le syndicat UNSA s'est séparé. Enfin, ils sont sortis de l'UNSA, ils ont fondé un syndicat indépendant, actif, CAPA-VTC. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'initialement, ces leaders syndicaux avaient un rapport plutôt distancié aux syndicats, voire extrêmement critique. Comme le dit ici, par exemple, un représentant de CAPA-VTC, j'ai jamais été syndiqué avant. Pour moi, les gens qui faisaient grève, c'était incompréhensible. Ils avaient un job, c'est incompréhensible. Je n'ai jamais été comme ça, tout le contraire. J'aurais été le meilleur pote de Macron. C'est pour vous dire. Quand on voit l'envers du décor, réellement, on se pose des questions, on se dit que ça va vraiment trop loin. Donc, ils avaient une sorte, finalement, initialement, plutôt même d'aversion pour les syndicats et les syndicalistes. Mais c'est devenu finalement, ça s'est imposé à eux comme le seul moyen de réclamer, de se coordonner, de se structurer collectivement pour résister aux applications. Alors ce qu'on voit quand même, c'est que certains de ces leaders avaient déjà vécu des situations conflictuelles dans leurs précédents emplois. Il y en a un notamment qui est allé au prud'homme, sachant pour le taux de recours au prud'homme, c'est assez significatif. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que si les meneurs visibles en fait, du mouvement étaient relativement éloignés des structures syndicales, en fait, ils travaillent toujours avec un binôme qui est, lui, beaucoup plus proche du monde syndical. Donc, par exemple, le cofondateur de CAPA-VTC, donc une de ces organisations professionnelles, c'est un ancien syndicaliste de la CFDT, passé chez FO, parce qu'il s'était senti trahi par la CFDT auparavant. De même, celui de l'UNSA, et c'est en fait, son binôme, c'est un permanent de l'UNSA. En fait, vous avez une sorte de binôme qui se crée, avec à chaque fois mise en avant des chauffeurs, de ceux qui sont des chauffeurs et dont ils tirent justement ils tirent de leur activité professionnelle, leur légitimité auprès des autres, des personnes qui le représentent. Et puis, dans l'ombre, en fait, une figure plutôt syndicale qui va permettre de développer les actions, de s'organiser, de s'institutionnaliser. Mais ce qui donne la légitimité à ces leaders syndicaux, c'est le fait d'être eux-mêmes des chauffeurs. Et d'ailleurs, notamment, on avait aussi, en fait, après ce qu'on a vu arriver, donc le CAPA-VTC s'est ensuite rattaché en fait à FO, donc processus de syndicalisation. Et la CFDT aussi est arrivée en cours de route. Et ce qui est intéressant, c'est que la CFDT, c'est un professionnel en fait du syndical en fait qui est arrivé, qui n'était pas chauffeur, et lui qui a vraiment eu un problème de légitimité auprès des chauffeurs. Tous les chauffeurs l'appelaient ironiquement chauffeur de train, parce qu'en fait, il venait de la SNCF. Dès qu'il prenait la parole, c'était limite, il se faisait insulter, et c'était non, il ne nous représente pas, c'est les autres qu'il faut écouter. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que depuis, finalement, lui s'est en fait retiré, et il a poussé en avant un chauffeur qui s'impose aujourd'hui comme leader pour la CFDT. Donc c'est intéressant de voir que finalement, voilà, il y a eu cette légitimité repose vraiment sur l'exercice du métier. Donc après ce qu'on voit, c'est que cette institutionnalisation du mouvement, elle est loin d'être linéaire. Puisque, donc, je vous le disais tout à l'heure, ils se sont finalement retirés de l'UNSA pour fonder un syndicat indépendant. Il y a eu aussi des clashs du côté de ceux qui représentaient, des représentants de FO qui sont partis, qui ont été remplacés par d'autres. Voilà, il y a un processus d'institutionnalisation, mais il est inachevé et il est véritablement non linéaire. Et donc on continue de suivre ces rebondissements. Alors j'en viens maintenant aux pratiques protestataires. Il faut que je fasse attention au temps, par contre. Donc j'en viens donc un peu à leur mode d'action. Donc on a donc des pratiques protestataires qui sont ancrées
dans les nouvelles technologies. Alors, des pratiques protestataires classiques, manifestations, blocages, tractages. Donc ça, c'est pas spécifique. Donc c'est dans les gares, dans les aéroports. Et puis, on va avoir des modes des pratiques protestataires plus spécifiques, comme par exemple la déconnexion des applications. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste en fait en des appels des organisations sur les réseaux sociaux à se déconnecter. Demain, de 10h à midi, tout le monde doit se déconnecter de Uber. L'objectif étant finalement de les mettre un peu en difficulté en ayant moins de chauffeurs disponibles, donc en rallongeant le temps d'attente des clients pour les inciter finalement à se tourner vers d'autres applications. Alors c'est des modes d'action qui ont été plutôt utilisés durant les phases de négociation pour mettre la pression sur les applications. Toute la difficulté, c'est ce qui est compliqué, c'est d'être sûr d'être suivi. Et dans ces phases de déconnexion, Uber, dans ces cas-là, pratique des majorations pour inciter les chauffeurs à revenir. Donc pour les chauffeurs mobilisés, ils ont le sentiment d'être doublement pénalisés, parce que de fait, à ce moment-là, ils ne travaillent pas, et en plus, les tarifs des courses augmentent. Donc ça, par exemple, c'est un type d'appel à la déconnexion, vous voyez, pendant 2 heures, déconnectez-vous. Donc c'est plutôt durant les phases de négociation. Ce qu'on voit, c'est que le mouvement, en tout cas, se coordonne largement par le biais des réseaux sociaux, donc sur les pages Facebook, les réseaux WhatsApp. On lance des appels à la grève, on discute des slogans, des affiches à diffuser. Donc c'est une dimension importante de ces mobilisations. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est des pratiques protestataires, donc à l'image d'une identité professionnelle haut de gamme, donc référence à la grande remise. C'est-à-dire que la manifestation, ça peut être un moyen pour les chauffeurs mobilisés de rendre visible leur identité professionnelle. Ce que revendiquent les chauffeurs mobilisés, c'est le modèle de la grande remise. Donc un modèle où justement on revendique le fait d'offrir un service professionnel personnalisé, de qualité. Justement, on n'offre pas du low cost, ce que ça serait devenu. On se distingue des taxis. Et donc ça justifierait notamment le tarif plus élevé qu'on pratique. Et donc dans les manifestations, eh bien, on a des manifestations en costume cravate, ce qui est plutôt rare d'habitude. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude de celle-là. Donc, on a des chauffeurs qui sont en costume cravate et qui sont les leaders du mouvement, ils sont d'autant plus attachés qu'ils veulent donner une belle image du métier à l'opinion publique. Et ils essayent en fait de se distancier de l'image de jeunes arabes de banlieue qui pourrait leur être associée. Et donc finalement, le port du costume cravate, il peut être analysé comme un moyen de résister à une assignation sociale et raciale qui pourrait délégitimer leur cause auprès du grand public. Donc il s'agit de rendre audibles leurs revendications. Ce qu'on peut voir aussi, c'est des pratiques quotidiennes de résistance, des pratiques protestataires discrètes intégrées à leur quotidien de travail. C'est-à-dire que pour dénoncer leur faible niveau de rémunération, beaucoup de chauffeurs mobilisés, quand ils travaillent justement par l'intermédiaire des applications, considèrent que vu qu'ils sont mal payés, ils vont offrir un service low cost. Donc vous oubliez les bonbons, vous oubliez les bouteilles d'eau, je ne vais pas vous ouvrir la porte, et puis je ne vais pas forcément mettre un costume. En réservant donc ces services justement à une clientèle privée, s'ils en ont une. Ce qu'on voit aussi comme type de pratiques protestataires, c'est ce qu'on appelle les pratiques protestataires ludiques. Donc, de ce qui est relatif au jeu. C'est-à-dire que voilà, le mouvement est quand même très long. Ça veut dire aussi beaucoup de perte d'argent. C'est difficile. Donc, pour faire tenir le mouvement, pour assurer le maintien du groupe en tant que tel, on va développer des activités ludiques. Alors, par exemple, on va développer le barbecue. Il y a eu beaucoup de barbecues qui étaient organisés. Et puis, on va avoir développé aussi, à un moment donné, il y avait les crêpes parties.
Alors, les crêpes parties, c'était en fait, c'était pas l'initiative des leaders du mouvement, ça leur échappait un peu. C'était simplement en fait pendant les mobilisations, le fait de prendre des œufs et de la farine et de les balancer sur les voitures des non-grévistes pour les empêcher de travailler. Et en fait, c'est devenu une sorte de jeu progressivement, avec diffusion sur les réseaux sociaux, enfin, messages humoristiques par rapport à ça, avec des leaders du mouvement qui, eux, tendent à s'en distancier, justement, avec cette volonté de donner une bonne image du mouvement. En même temps, ce qui est intéressant à voir, c'est que même si les leaders affichent plutôt une distance à l'égard de pratiques protestataires de confrontation, c'est en même temps un moyen de pression dont ils peuvent tirer parti. Donc, donc les pratiques protestataires de confrontation, il y en a eu plusieurs. Donc des occupations de locaux, qui avait été notamment une occupation des locaux de Uber qui avait été beaucoup diffusée sur les réseaux sociaux, où là justement on n'était pas du tout en costume cravate, là on est en survêt et ils s'étaient attachés donc au radiateur dans les locaux de Uber, ils avaient fini au poste. Et des opérations coup de poing aussi dans les sièges des grandes entreprises partenaires au moment du rachat en fait de chauffeurs privés par le groupe Daimler. En fait, il y a eu une opération où en fait, donc nous on a été embarqués avec eux dans les voitures. Il y a eu, en fait, on était dans un cortège de Berlin et on allait chez tous les clients de chauffeurs privés où en fait les chauffeurs, les leaders prenaient la parole au gigaphone pour expliquer aux clients de chauffeurs privés les conditions de travail des chauffeurs VTC pour obtenir une sorte de soutien des salariés présents. Et puis c'était surtout une opération pour orienter vers les médias, pour faire connaître le mouvement. Donc tout un tas d'actions de ce type-là. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'on a des actions, des débats récurrents autour des actions dites plus radicales, avec des oscillations permanentes autour de la figure du jeune arabe de banlieue. Donc les chauffeurs, les leaders tâchent de s'en distancier pour garder une belle image, pour éviter de décrédibiliser le mouvement. Et en même temps, en dépit de la distance qu'ils affichent à l'égard de cette figure, en fait, ils en font en même temps un moyen de pression. Je vous lis un petit extrait d'un entretien avec le leader de SCP-VTC qui nous explique « Faut garder dans les négociations. Vous savez, on est des jeunes de banlieue, on va foutre la merde. Les VTC qui font l'élite du transport vont faire une belle action un jour, mais si on n'est pas reçu ce jour-là, si on n'a pas d'avancée ce jour-là, on risque de faire comme les taxis, et le lendemain, ça sera la branche dure qui va se mettre en avant. Après, nous, on va dire, prenez vos responsabilités. On ne peut pas tenir tout le monde, on va essayer de faire manifester les gars super classe. Si le gouvernement n'écoute pas, et visiblement ce gouvernement n'écoute que par la force, le lendemain, la branche dure va se développer, et nous, on va se dédouaner là-dessus en disant, on vous a prévenu, on a essayé de faire un truc beau le premier jour, aller à la rencontre des clients, etc. S'il n'y a pas de résultat, et que visiblement les Télétubbies, vous ne comprenez pas, qu'il vous faut des casseurs et des fauteurs de troubles, malheureusement, on le fera. Donc on voit bien mise à distance et en même temps, c'est un argument et un moyen de pression dans les négociations avec l'État. Donc pour finir, donc j'en viens aux revendications. Donc les chauffeurs mobilisés du côté des organisations syndicales ou professionnelles des chauffeurs, on trouve une demande de régulation de la profession. Mais on va voir en fait deux modèles s'opposer parfois. D'un côté, donc, SCP-VTC et FO-KPA-VTC, donc les premiers qui s'étaient montés en 2015, et puis de l'autre côté la CFDT. Donc du côté des premiers, on revendique plutôt un modèle dual. Ce que dénoncent les deux organisations, c'est la création par les applications d'une zone grise entre indépendance et salariat. Comme ils le disent, nous n'avons que le nom de travailleurs indépendants, tous les inconvénients des indépendants, mais sans être de vrais indépendants.
Nous n'acceptons pas cette situation hybride. Donc, eux, ils s'opposent à la création d'un troisième statut de travailleur indépendant dépendant. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, donc dans un certain nombre donc, de pays, il y a donc ce troisième statut. Au Royaume-Uni, c'est les workers. Ça existe aussi en Espagne, donc les travailleurs indépendants économiquement dépendants. Il y a les parasubordonnés en Italie, etc. Donc, eux s'opposent à ce troisième statut et revendiquent un modèle dual avec d'un côté salariés, de l'autre les travailleurs indépendants. Et ils revendiquent l'existence de ce modèle dual au sein de la population des chauffeurs VTC. C'est-à-dire qu'ils veulent, en fait, ils aspirent à offrir ces deux statuts aux chauffeurs en fonction de leur situation. D'un côté, il y aurait les entrepreneurs qui savent démarcher, développer leur clientèle, donc une clientèle privée, qui offre donc un service haut de gamme. Et d'un autre côté, ceux qu'ils appellent ceux qui sont sous perfusion, qui sont eux totalement dépendants des applications et eux qui devraient être reconnus comme salariés. Donc, on va retrouver ces actions. Du coup, ça va avoir des effets sur leurs actions. D'un côté, ces organisations donc, accompagnent des chauffeurs qui demandent leur requalification en contrat de travail. Donc, il y a au Prud'homme, là, c'est le 18 décembre à Paris. Il y a une centaine de... Enfin, même, je ne sais pas si ce n'est pas 200 chauffeurs qui ont demandé cette requalification. Et de l'autre côté, ils demandent à pouvoir établir leur prix comme ils le souhaitent, pour donc d'un côté être véritablement des travailleurs indépendants ou, si on ne l'est pas, eh bien, être des travailleurs salariés. De l'autre côté, la CFDT, elle, en fait, considère qu'il s'agit de travailleurs indépendants et que c'est le seul statut qui doit être défendu. Ce qu'on voit bien du côté des premières organisations, donc c'est la revendication en fait, du modèle de la grande remise, du côté des travailleurs indépendants. Donc ça va se ressentir du côté des tarifs, avec un tarif minimum plus élevé du côté des premières que du côté de la CFDT. Donc ils revendiquent depuis longtemps un tarif minimum. Là, notamment, le mouvement est en train de se relancer parce qu'à New York, il vient d'avoir, la ville a instauré un numerus clausus et un tarif minimum. Donc là, de fait, ça relance un peu les débats sur les forums et une relance du mouvement et des négociations, en tout cas, est envisagée de ce point de vue-là. Et donc, les interlocuteurs légitimes aussi, on va avoir une grosse différence, c'est que pour les premières, c'est l'État. SCP ou FO, en fait, ne veulent pas négocier avec les applications, considérant justement que c'est un intermédiaire. Donc, ce n'est pas un acteur légitime, ce n'est pas un acteur du transport. C'est une plateforme. Donc, ils ne veulent pas négocier avec eux et ils se tournent vers l'État pour obtenir finalement un modèle du tarif réglementé assez proche de celui des taxis. Considérant que ça ne regarde pas les plateformes, que finalement, à partir du moment où on a un tarif minimum, eh bien, les plateformes, elles peuvent appliquer la commission, le taux de commission qu'elles veulent. Ce n'est pas leur problème, mais c'est à eux de négocier et d'imposer leurs tarifs. La CFDT, par contre, est plutôt dans une négociation à la fois avec l'État et avec les plateformes. C'est ce qui a d'ailleurs, à un moment donné, créé un gros clash entre... il y a eu une tentative d'intersyndicale dans une négociation avec Uber, et puis ça a complètement capoté parce que justement les premiers se sont retirés à un moment donné en refusant de négocier avec Uber. Aussi, donc, il y a la question de la clôture. Donc les premières sont pour un numerus clausus, considérant justement qu'en ouvrant trop les portes, eh bien, il y a trop de concurrence et on ne peut plus en vivre. Donc eux étaient vraiment derrière, étaient très étroitement liés à Laurent Ganguillaume, le député qui avait justement mis en place la loi dont je parlais tout à l'heure. Ils sont plutôt dans une logique de requalification du métier, donc revalorisation du métier, modèle de la grande remise. Tandis que du côté de la CFDT, on défend plutôt une rhétorique de l'ouverture, de l'égalité des chances, et donc pas de numerus clausus. Donc des tensions entre les deux modèles.
Donc pour finir, donc on suit donc donc je disais c'est une mobilisation donc qui est inachevée et qui est loin d'être terminée. Et donc là on va suivre en particulier les derniers rebondissements autour de New York qui appelle a priori de nouvelles négociations sur cette question du tarif minimum. Voilà, j'ai terminé. Merci. Déjà, bonjour à tous. Moi, je vais juste vous présenter rapidement un peu comment ça s'est passé avec la Smart. Donc là, je suis ici en qualité de travailleur à la Smart, mais j'ai moi-même été coursier avant, donc je connais un peu les deux pendant, j'ai une double casquette. Parce que la Smart, en fait, a permis pendant un moment, jusqu'à l'arrêt de la convention, de sortir à minima de la précarité les coursiers. Donc, je vais vous expliquer un peu historiquement comment ça s'est passé et quels ont été ce qui a été mis en place lors de la convention de la Smart. Alors, la Smart, c'est... Voilà. La Smart, c'est une coopérative qui s'occupe des travailleurs autonomes et qui s'occupe de salarier les travailleurs autonomes. Donc de leur apporter en fait une protection étendue qui est la même que pour les salariés. Voilà. Historiquement, c'était pour les artistes et les graphistes. Société mutuelle des artistes, d'où la Smart. Et ça s'est ouvert aussi ensuite à différents métiers. Donc les coursiers. Donc en Belgique, l'opérateur historique avec les coursiers, ça a été Take It Easy. Et Take It Easy, au début, ils embauchaient beaucoup de coursiers qui étaient artistes. Enfin, ils essayaient de trouver un système. Donc ce qui s'est passé, c'est que les coursiers qui étaient artistes se sont retournés vers la Smart en disant... Ben voilà, est-ce que vous ne pourriez pas nous créer un modèle parce que là, on ne s'en sort pas, on ne sait pas comment passer. Et la Smart a commencé à réfléchir à un modèle. Donc, ce n'est pas la Smart qui a été chercher les coursiers, c'est les coursiers qui sont venus à la Smart, historiquement. C'est important parce que la Smart s'est retrouvée un peu comme ça et s'est trouvé d'abord un premier modèle. Donc, ils viennent voir la Smart. Ils font une première convention avec Take It Easy, avec un paiement à la commande, mais qui atteint les minima horaires, ce qui permet en fait aux coursiers de vivre. Peu après, Deliveroo arrive et vient voir la Smart directement. Et donc du coup, la Smart met une deuxième convention en place avec Deliveroo, spécifiquement avec Deliveroo, qui induit un paiement à l'heure de 9,91 €. Donc ça c'est très intéressant parce que Take It Easy était payé, il payait à la commande tout en ayant des minima horaires, mais Deliveroo arrive avec vraiment quelque chose, un paiement à l'heure, ce qui permet aussi de salarier la plupart des coursiers avec la protection étendue du salariat. À un moment donné, la Smart se rend compte que finalement le paiement à la commande chez Take It Easy ne fonctionne pas et on arrive en dessous des minima horaires. Donc ils font une troisième convention en partenariat avec Deliveroo et Take It Easy. Et cette troisième convention reprend tous les minima légaux, c'est-à-dire 9,41 € de l'heure, ce qui fait environ, avec les aides de l'État, 9,50 €, 9,60 € net. Un minimum de 3 heures de travail qui est le minimal légal en Belgique. Et évidemment, en tant que salarié, il bénéficie de l'assurance loi et de toutes les assurances liées au salariat. Donc, dans cette convention qui fait 2 des salariés, donc ils sont protégés par l'assurance loi, qui est une protection étendue,
par une responsabilité civile. Ils cotisent également au chômage, à la pension, enfin tous les salaires différés. Et au travers de cette convention, les charges patronales sont payées par Deliveroo ou par Take It Easy. J'entends par là que pour une rémunération nette de 9,50 €, ça coûte 16 € environ à Deliveroo et à Take It Easy. Ce qui est très intéressant, puisque dans le modèle qui va suivre ensuite de paiement à la tâche, avec des indépendants et la loi de Crozes, j'y reviendrai rapidement, Deliveroo et Take It Easy, qui va faire faillite, ne vont plus rapporter aucune recette à l'État. Donc, par ce système-là, en plus de ça, économiquement, ça apporte des recettes à l'État. Donc, c'était vraiment très intéressant. Salarier les coursiers, avec toute la protection, recettes de l'État, avec les charges patronales prises en charge par ces applications. C'était peut-être pas la solution idéale, parce qu'il y avait toujours ce problème quand même de sécurité de l'emploi, dans le sens où on pouvait être déconnecté du jour au lendemain si effectivement on avait des soucis, hein, qui pouvaient être un souci avec un client, voilà. Mais ça sortait quand même pour la plupart des coursiers, ça les sortait de la précarité. Donc ça commençait à être intéressant, avec des projections aussi sur des rémunérations. Moi personnellement, en tant que coursier, en travaillant 35 heures semaine de moyenne, je gagnais 1 500 € net assuré. Voilà, donc il y avait quand même cette idée aussi de trouver un peu ce modèle de flexibilité que cherchaient certains coursiers, avec un modèle de sécurité qu'apportait le salariat. Quand on parle du modèle salariat indépendant, il y avait aussi déjà cette idée-là. Donc, quand ils ont signé cette troisième convention, Deliveroo a évidemment baissé les prix à 9,41 € avant, puisque la première convention était à 9,91 €. Ils ont fait passer ça sur le dos de la Smart en disant que c'était la Smart qui les obligeait à baisser les prix. Voilà. Mais bon, ça donnait un minima légal pour tous. En parallèle, il y avait des indépendants aussi, mais ça leur donnait aussi une marge de négociation à ces indépendants, puisqu'ils étaient payés 11,50 € de l'heure, plus tout ça, c'est compris hors bonus, parce qu'on touchait des bonus, hein. Ce qui permettait aussi, si voulaient baisser la tarification des indépendants, les indépendants pouvaient dire ok, on se retire, on passe à la Smart, puisque donc ça a eu, sans vouloir syndicat, ça a eu un rôle un peu de syndicat. Et puis Take It Easy a fait faillite. Et Take It Easy a fait faillite, donc n'a pas payé en fait les rémunérations de à peu près entre 1 mois et 2 semaines de tous les coursiers, mais y compris des restaurateurs. Donc ça a été catastrophique pour certains restaurateurs qui se sont retrouvés avec 20 000 € de dettes, enfin de manque à gagner, voilà. Et chez les coursiers, il y avait la Smart, pas pour les indépendants. Et ça a coûté 400 000 € à la Smart, puisque la Smart, en fait, crée un fonds de garantie quand on passe par la Smart. J'entends par fonds de garantie, si votre employeur fait défaut, il vous assure le paiement de votre rémunération. Donc ça, c'était un premier événement, ce qui a convaincu quand même pas mal de coursiers par après, qui sont passés de Take It Easy à Deliveroo, soit de rester à la Smart, soit de se mettre à la Smart. Parce qu'il y avait quand même cette idée de se dire, ouais, on sait pas de quoi demain est fait, et vu le modèle économique tel qu'il est fait, c'est-à-dire sans rentabilité, et qui ne vit uniquement que sur les levées de fonds, on a intérêt quand même à avoir des protections. Et Deliveroo, en novembre 2017, a décidé d'arrêter la convention. Donc la convention s'est arrêtée le 1er février 2018.
Alors là, c'est à ce moment-là que les manifestations sont mises en place. Il faut vous dire que la plupart des coursiers Smart qui ne voulaient pas passer, la plupart des coursiers à la Smart n'ont pas voulu passer indépendant. Il restait 600 coursiers à la Smart à la fin. Il y en a 95% qui ont arrêté derrière. Voilà. Pour le reste, ça a été un renouvellement total de la population des coursiers de Deliveroo. En fait, Deliveroo voulait arrêter la Smart officiellement pour passer tout le monde indépendant, en disant que c'était les coursiers qui le demandaient, parce qu'ils voulaient plus de flexibilité. Je ne reviendrai pas sur cette flexibilité complètement illusoire, puisque soumis justement aux périodes de gros rush. Donc ils ont essayé de faire passer tout le monde indépendant, et le 1er février, ils ont aussi obtenu un agrément qui est l'agrément de la loi de Crau. Après, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais qui est l'agrément de loi de Crau qui permet en fait de défiscaliser 5100 € par an. Alors le problème, c'est qu'ils ont fait passer tout le monde en indépendant, et cette loi de Crau, ça a été la mort de l'indépendant. Et c'est-à-dire qu'au mois d'avril 2018, il n'y avait plus que 140 indépendants, 200 étudiants indépendants qui ont un statut un peu étrange, et 1543 lois de Crau. Donc en fait, ils ont fait passer des gens dans un système à payer des taxes pour ne pas les prendre. Voilà. Je vais m'arrêter là. Eh bien voilà, je pense qu'on a eu une présentation assez détaillée de à quoi correspond ce régime de travail. Il y avait un journaliste au matin qui m'a demandé, oui, mais quels sont les effets positifs, les côtés positifs. Je sais maintenant ce que je pourrais lui répondre de manière plus structurée sur ce qu'on pourrait entendre comme positif là-dedans. C'est à vous de poser les questions maintenant. Si vous avez des réflexions à apporter, des précisions à demander, je suis là, c'est moi qui vous passe le micro. Qui c'est qui va commencer, monsieur ? Oui, bonjour madame. Moi, je vous remercie pour nous avoir posé un peu le problème du beurre. Bon, vous êtes un peu égaré au niveau des chais bannis là-bas en France, mais enfin bon, je pense que si à l'époque le diesel faisait 1,60, la banderole remettait le diesel à 1 €. Et pas les chais bannis, parce qu'à l'époque, je pense, en France, il y avait une revendication des pensions des chais bannis. Ça, c'est une parenthèse. Mais enfin bon, maintenant, je vous ai entendu très clairement. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on est là pour essayer de défendre un modèle ou de le sauver, ou de dire en fait que ce modèle est mort de lui-même et que finalement, je pense sincèrement, moi, que ce modèle va à notre perte et que je pense qu'il faudrait le dénoncer un peu plus ouvertement. Je sais que ce n'est pas votre rôle, que vous avez bien posé le problème, mais je vous pose directement la question. Est-ce que ce modèle est encore viable ? Et quand on voit que ce qui se passe dehors avec les gilets jaunes, etc., est-ce que ce modèle a encore de l'avenir ? Merci beaucoup. J'ai 2 questions, si je peux, et je vais les faire courtes. La première, donc je vois que dans les structures syndicales qui ont soutenu la contestation des chauffeurs VTC, donc on voit la CFDT, FO, je me demandais quelle était la position officielle de structures syndicales plus combatives, comme la CGT ou Solidaire. Je vois en Belgique, donc moi j'ai travaillé avec JB comme livreur assez longtemps, et on discutait avec les syndicats qui nous ont aidés dans notre collectif des coursiers, et ils disaient « Ah non, nous, jamais aller organiser les chauffeurs Uber, parce que ces gens-là sont là illégalement, ils prennent le travail des taxis, etc. » Et donc eux étaient vraiment dans une position où ils ne pouvaient pas imaginer d'aller organiser syndicalement les chauffeurs Uber. Et ma deuxième question, c'est quelque chose qui n'est pas abordé, mais peut-être que ce n'est pas le cas, justement, compte tenu du fait que les chauffeurs VTC doivent faire des lourds investissements, donc il me semble. Est-ce que le turnover est un problème quant à l'organisation donc, des chauffeurs VTC? Je vois à Deliveroo, Uber Eats, toutes ces entreprises, je pense que c'est 2 mois de moyenne, quoi, l'existence d'un coursier.
Et en fait, les gens arrêtent très vite de travailler parce que dès qu'ils peuvent trouver un autre travail, ils le prennent. Et donc, je me demande, est-ce que c'est quelque chose qui est observable ou pas du tout chez Uber? Merci. Oui, bonjour. Anne Dufresne. Moi, j'ai participé à l'organisation de la AG européenne des livreurs ici. Et donc, il y a eu plein de choses qui sont faites au niveau transnational. Et je me disais que ça... que là, c'est très différent parce que ça a l'air d'être plus local. Savoir qu'est-ce qu'il y a eu à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu aussi, étant donné que c'est une entreprise quand même multinationale et qu'il y a eu aussi en décembre 2017 la reconnaissance d'Uber comme une entreprise de transport par la Cour de justice européenne. Est-ce que ça a eu des conséquences? Parce qu'il y a quand même tout ce niveau transnational qui existe aussi. Et puis autre chose aussi, moi aussi j'étais un petit peu étonnée de la place de la CFDT là, et où est la CGT, ça c'est dingue ce que tu disais. Donc là je trouve ça un peu, c'est un peu étonnant. Et autre chose encore, savoir un petit peu si justement les collectifs... Enfin, j'ai pas très bien compris le lien entre les deux, l'articulation des répertoires d'action entre les costumes cravates et les... comment ça se joue exactement? Est-ce qu'il y a une vraie complémentarité entre ces deux types d'acteurs ou est-ce que c'est pas toujours facile? Encore une question, ou bien vous avez fait de matière? Non, encore, monsieur. Bonjour et merci pour cette étude qui en effet pose très bien le problème. J'ai deux questions ici. Donc, je me demandais quel était le poids de la CSPFO et celui de la CFDT, si vous aviez par exemple un nombre de sympathisants, d'adhérents par rapport à celui de la CGT, pour mettre ça par exemple en relief. Et surtout, ça c'est une sous-question, quels sont leurs moyens de pression? Manifester en mec classe, ok, c'est chouette, mais est-ce qu'ils ont des contacts, comme par exemple la CGT qui peut bloquer la presse imprimée pour faire un gros moyen de pression? Quels sont le leurs? Et deuxième question, je m'éloigne un peu du sujet, c'est monsieur derrière moi parlait de modèle. Alors, ici c'est un modèle qui emploie des humains, ce qui n'est pas le cas de l'avenir, enfin du moins j'en suis convaincu, quand on voit que le problème ici posé en France et qu'en France il y a déjà pas mal de taxis autonomes. Donc si vous avez déjà anticipé dans votre étude ou un modèle d'étude pour intégrer cette donnée-là. Merci. Je vais juste vous poser cette question. On a donné le modèle des plateformes, notamment dans le transport de personnes, comme le modèle de l'avenir. Et on vient de l'entendre avec monsieur, avec les taxis autonomes, les taxis volants, etc., etc. Et je voulais vous demander, quand on voit ce tableau ici, on voit, statut, modèle dual, salarial, indépendance. Donc on veut clairement séparer le salaire. Je parle du syndicat des VTC, je ne parle pas de la CFDT. Alors quand je vois la rémunération, donc ils veulent un tarif minimum et donc un tarif réglementé. Ils veulent un interlocuteur et on parle de l'État. Et on veut, je vois dans la clôture, on veut un numerus clausus. Alors c'est exactement le modèle du taxi. Alors est-ce que vous ne croyez pas que pour ces jeunes gens pour qui l'avenir c'est Uber, finalement leur avenir c'est au fond le taxi? Alors, vous avez parlé juste petite parenthèse sur les Shibani. Je ne me suis pas égarée pour le coup, parce que de fait, c'était un exemple, mais il y en a plein en fait. Il y a de fait, pour qu'il y ait une mobilisation, il faut qu'il y ait un sentiment collectif. Et le sentiment collectif, il passe par différents éléments. Et la question justement la question de l'assignation raciale, ça revient régulièrement dans tous les échanges. Il y a dans toutes les discussions informelles, c'est un élément qui revient de manière systématique. Donc j'ai mis les Shibani, mais il y en a plein d'autres. C'est juste un ferment du collectif. Voilà. Donc c'était. Après, est-ce que c'est un modèle viable? Alors ça, c'est un peu compliqué. Je vais peut-être recouper avec la question finalement des taxis et des taxis autonomes. Initialement, Uber, quand c'est lancé aux États-Unis, il y a une spécificité, c'est que c'est un travail d'appoint. Ou alors c'est un travail qui vient s'additionner aux autres emplois qu'on a par ailleurs.
C'est pas un emploi principal. Et finalement, on peut quasiment l'appréhender comme ça. C'est qu'initialement, c'était ça. En France, c'est un emploi principal, sauf qu'en fait, concrètement, ils peinent vraiment à en vivre. Ce qui est en effet intéressant sur la question du modèle des taxis, c'est que ce que nous expliquent les leaders syndicaux, c'est que au début, ils nous expliquent qu'en fait, on s'est planté. On a cru que les taxis c'était nos ennemis. Et en fait, c'est eux qui ont tout compris. En gros, c'est ça qu'ils nous disent. Ils ont tout compris. Ils ont compris qu'en fait, c'était toutes ces mesures, numerus clausus, etc., tarifs réglementés, c'était une bonne chose. Et au début du mouvement, il y avait même dans les négociations une volonté d'intégrer une partie des chauffeurs VTC dans les taxis, parmi les taxis. Après, dans les négociations, c'est passé à la trappe et puis les sujets se sont déplacés. Mais il y a vraiment eu ça. Donc, il y a eu... modèle d'avenir, en tout cas, ça a été quasiment pensé comme tel à un moment donné et ça a été abandonné. Mais c'est vrai que le modèle qu'ils défendent est extrêmement proche. Ça, c'est évident. Après, sur les taxis autonomes, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des expérimentations. Il y a eu des accidents à un moment donné, donc on a arrêté les expérimentations. Les chauffeurs en parlent en disant finalement, nous, on est juste dans une période de transition. On est en train de se battre pour un métier qui va disparaître. Je lis pas l'avenir. Après, ce qui est toujours compliqué, c'est tous les débats autour de l'automatisation. C'est que l'automatisation, c'est extrêmement difficile. Vous avez tout un tas de scénarios différents pour évaluer les effets en termes d'emploi. Est-ce que vraiment ça va supprimer massivement de l'emploi et tout? Il y a vraiment des calculs très très différents. Et je serais bien en mal de trancher là-dedans. Ce qu'on sait, c'est que l'automatisation, elle supprime jamais totalement le travail. Il y a des déplacements qui s'opèrent. Après, est-ce qu'il y aura plus de chauffeurs à l'avenir? J'en sais rien. Pour l'instant, quand même, les expérimentations, elles sont pas extrêmement concluantes. La CGT, c'est une question qu'on s'est posée tout de suite. On a été extrêmement étonnés, justement, que la CGT soit pas présente. Parce qu'on s'y attendait. Pour nous, c'était une évidence. Et après, ce qui s'est passé, c'est que ce que nous ont expliqué les leaders, celui de SCP-VTC, qui initialement donc, s'est tourné vers l'UNSA, explique qu'il est allé voir au début la CGT, mais qu'il a trouvé, il nous dit, il en a trouvé porte close. Donc, que finalement, on considérait que les indépendants, c'était pas leur objet. C'est son discours. Hein. Donc après, il s'est tourné vers l'UNSA, il avait un contact là-bas. Ce qu'il a argumenté, il a argumenté sur le fait qu'il voulait être indépendant, autonome, et que l'UNSA lui permettait ça, finalement, d'éviter la grosse structure qui viendrait cadrer la mobilisation. Et on ne les a pas vus revenir. Enfin, la CGT ou Solidaire, en effet, ne sont pas du tout revenus. On doit faire un entretien, mais qui n'est pas encore fait de ce côté-là pour comprendre justement leur absence. Parce que nous aussi, ça nous a vraiment étonnés au début. La CFDT, ils sont arrivés vraiment en cours de route. Et quand on regarde la manière dont ils sont arrivés, ça a été vraiment porté par un individu qui a porté cette cause-là et qui s'est d'ailleurs confronté à beaucoup d'obstacles, parce qu'il y avait aussi, alors c'est peut-être ce qui va expliquer aussi la question de la CGT, mais c'est une hypothèse à vérifier, c'est le poids des taxis aussi. C'est qu'il était difficile de s'engager à la fois du côté des taxis et du côté des VTC. Est-ce que la même chose est valable pour la CGT? Peut-être. Je pense que c'est une hypothèse à creuser. Du côté de la CFDT, en tout cas, lui, il a vraiment dû s'opposer en interne parce que, justement, il était vu comme... c'était mal vu par rapport aux taxis qui étaient défendus par la CFDT. Alors, sur le turnover, alors, on a un problème concrètement sur cette enquête, c'est la question des données stats. C'est que, par exemple, les salariés, on les a jamais eus. Enfin, ils n'étaient pas comptabilisés. À l'heure actuelle, on a maintenant un nouvel outil, c'est le registre du VTC, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est le seul élément qu'on a, qui est très partiel, en fait. Donc,
il y a du turnover, c'est sûr. Enfin, du côté des salariés à l'époque, parce qu'il y en a très très peu maintenant, les salariés, moi j'avais rencontré des capacitaires qui m'expliquaient qu'ils les gardaient 1 mois ou 2 max. Donc les salariés, ça tournait énormément. Mais j'ai pas de chiffres pour le coup, et ça c'est un objet de grosse frustration pour savoir justement comment ça tourne. Les acteurs des mobilisations mettent pas ça en avant comme un frein à la mobilisation. Si, ils le mettent en avant justement, et c'est vrai que justement ceux qui sont mobilisés, ceux qui sont là, bon, les leaders et tous les chauffeurs qui étaient présents, c'est ceux en fait qui sont souvent les plus anciens. C'est ceux qui sont, mais c'est classique hein, dans tout ce qui est sociologie de la mobilisation. C'est souvent ceux qui s'en sortent en fait le mieux. C'est ceux qui ont réussi, qui ont fait plus de réseaux, qui sont plus implantés dans la profession, qui ont développé une clientèle privée. Donc ils sont les moins précaires des précaires, ce qui est grand classique. Et qui justement explique, voilà, c'est compliqué parce que on n'arrive pas à les mobiliser. Et à l'époque justement des premières mobilisations, Laurent Grand-Guillaume, donc, lui, avait à la louche estimé que 70% des chauffeurs étaient des salariés. Et ceux-là, clairement, c'était impossible de les mobiliser, parce que c'était des personnes qui étaient extrêmement précaires, qui devaient payer tous les jours genre 85-90 euros à leur capacitaire, donc c'était extrêmement compliqué de se positionner, puis qui tournait beaucoup. Donc déjà, ça fait une grosse population qui tourne. Mais de fait, oui, bien sûr que c'est un frein à la mobilisation. Et nous, en fait, à force de faire toutes les mobilisations, bon, ils nous connaissent, mais parce que aussi, c'est toujours un peu les mêmes. C'est toujours un peu les mêmes acteurs qu'on va retrouver. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement la durée du mouvement. Ils sont pas extrêmement nombreux en fait. Ils ont une capacité de nuisance importante parce qu'ils bloquent avec leur voiture. Donc ça peut vite bien bloquer certains points névralgiques de Paris. Mais en même temps, ils sont jamais extrêmement nombreux. Au maximum, j'en ai vu une centaine. Et du coup, c'est un peu les mêmes qui sont toujours là. Donc c'est pareil du point de vue du poids des organisations syndicales, le nombre de sympathisants, etc. On n'a pas non plus réussi à avoir de chiffres. Il y a eu à un moment donné un gros débat parce qu'il y a une commission qui s'est constituée et il fallait justement démontrer le nombre d'adhérents qu'on avait. Initialement, en fait, ces organisations, les leaders expliquaient qu'ils ne cherchaient surtout pas à ce que les gens adhèrent, il fallait juste une représentation. Et à partir du moment où il y a eu cette commission, par contre, là, ils sont rentrés dans une logique d'adhésion. Et là, il y en a un seul qui est passé, en fait, c'est FO, et SCP-VTC n'a pas obtenu de place dans cette commission, mais a priori, ils sont en recours parce que le dossier ne serait pas parvenu à la préfecture, enfin bref. Donc, dans les mobilisations, ce qu'on voit clairement, systématiquement, c'est que SCP-VTC, FO, CAPA, c'est ceux, enfin, les mobilisés s'en revendiquent davantage que la CFDT. Ah oui, les questions de coordination internationale et décisions de la Cour européenne et tout. Est-ce que ça a eu des effets Là, il y a en fait, au niveau local, local, il n'y a pas eu énormément d'effets. Justement, il faut voir ce qui va se passer au niveau de la requalification là, qui est en cours. Ce qui est intéressant, c'est nos collègues juristes qui avaient mis ça en évidence. Ils expliquaient qu'en fait, au Royaume-Uni, il y a eu des cas de requalification. Pas en France, pour l'instant. Mais en fait, ils ne prennent pas du tout tous les cas de la même manière. Au Royaume-Uni, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que les juges vont vraiment regarder les conditions d'exercice du métier. Et donc voir, il y a des formes de dépendance, il y a des règles à respecter, donc il y a une subordination. Les tarifs sont fixés, etc. Et du côté en France, en fait, à partir du moment où ils peuvent organiser leur temps de travail comme ils le souhaitent, on rentre pas dans l'activité. Et à partir de là, ils perdent.
C'est la nouveauté, là, justement, avec ce qui s'est passé avec le procès du livreur, là, en cours de cassation. Là. Mais, et donc, voilà, c'est à suivre, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu d'effet du point de vue de la décision de la Cour européenne, justement, reconnaissant le statut d'entreprise de transport. Sur les relations entre les costumes cravates et, en gros, les survêtements, c'était un peu ça... justement, c'est ça qui est ambivalent. C'est à la fois un jeu de mise à distance, parce que sur la scène publique, c'est la scène médiatique, il s'agit de faire donner une bonne image du mouvement, donc costume, cravate, service professionnel, etc. Et on met à distance ceux qui vont un peu rentrer davantage dans la confrontation. Mais en même temps, ce que je disais tout à l'heure, on s'appuie dessus. C'est un outil, c'est un moyen de pression dans certains moments. Donc on les met pas en avant, mais on les garde un peu comme un moyen de pression par ailleurs. Avec aussi des mouvements intéressants. On en a un personnage qui, lui, faisait partie de ceux qui bloquaient les locaux, etc. Et puis, en fait, qui est passé leader de FO. Et puis, en fait, qui s'est fait virer. Enfin, bref. Donc, il y a des mouvements quand même entre les deux, justement. Il n'y a pas une barrière nette entre les deux. Là, je pense que vous avez fait le tour le premier lot. On va donner la parole à monsieur pour terminer. Et monsieur qui a une information à donner, et on clôturera. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je ne connais rien du tout dans tout ce qui est syndicat français, mais personnellement, j'ai travaillé pour une plateforme numérique ici à Bruxelles qui s'appelle 10 minutes. Donc, il dépend de... Enfin, c'est surtout les clients qui est mis à l'avant, et on travaille comme indépendant. Donc, c'est à 6 000 € maximum par an. Et on peut faire son tarif soi-même, c'est-à-dire, par exemple, moi je travaille en plomberie, on demandait 30 € de l'heure au client, et on retire 20 € de commission pour la plateforme et 10% des impôts. Voilà, bon, je voulais dire qu'on n'est pas traités comme des humains, en fait, parce que on est plutôt dépendant des clients et de la plateforme numérique. Donc, enfin, n'importe qui peut faire une plateforme en ayant fait des études d'informatique ou autre, et faire sa petite société, sa start-up. Hein. En fait, voilà, je voulais juste dire ça. Oui, parce que je n'ai pas parlé des clients, mais c'est vrai que les clients ont un poids central dans tout ça, parce qu'il y a des questions, tu l'as dit tout à l'heure, des évaluations. C'est-à-dire que justement, dans le côté travailleurs indépendants, ou là où ça questionne, c'est que à chaque course, donc, les clients évaluent les chauffeurs, ils leur mettent des étoiles, des appréciations, des commentaires. Et donc, on a une moyenne. Et en fait, à Paris, parce qu'en fait, ça dépend des villes, s'ils descendent en dessous de 4,5 sur 5, donc, ils sont déconnectés. Hein ? C'est passé à 4,65. Où ça ? Ça dépend des villes, en fait. Ah d'accord, parce que à Montréal c'est plus élevé, c'est 4,8. À Paris c'est 4,5. Vous voyez, en fait ils font une moyenne a priori. Et c'est vrai que quand on note, sur 5, on peut se dire 4 sur 5 c'est pas une mauvaise note en tant que telle. On n'a pas l'impression de saquer quelqu'un en fait. Sauf que 4, en fait, si tout le monde met 4, ça chute très très vite. Et ils peuvent se retrouver donc déconnectés, voire après leur compte suspendu. Et c'est là que ça, justement, dans ces cas-là, on voit la dépendance à l'application parce qu'on n'a plus de revenus à ce moment-là. Oui, la déconnexion est un licenciement en réalité. C'est une sorte, justement, c'est un des arguments qui est avancé pour les requalifications. Oh, oui, c'est une information bruxelloise, je ne sais pas si elle va vous intéresser. Il y a un procès qui a été mené par la Fédération belge des taxis, justement par rapport, puisque vous parliez de la conséquence de l'arrêté de la Cour de l'Union européenne. Et effectivement, sur cette base-là, on a mené un procès qui demande effectivement que des sociétés comme Uber, puisqu'elles agissent dans le domaine du transport rémunéré de personnes, et bien qu'elles soient donc reconnues en tant que telles, et que donc elles se conforment aux réglementations des pays membres. C'est exactement ce que dit la Cour de justice européenne. Et donc on aura
d'ici, à mon avis, avant la fin de l'année, une décision à Bruxelles. Ce sera peut-être symbolique, hein, puisque Bruxelles a ce poids symbolique d'être la capitale de l'Europe. On espère qu'on aura une décision favorable. Et alors, je m'excuse si j'ai pu vous paraître un peu agressif au jeune homme là, concernant les taxis autonomes. Je voulais juste vous dire, c'est vrai que vous n'avez pas pu répondre, personne ne peut répondre, effectivement, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais on peut quand même se référer au passé, puisque si on prend l'exemple, par exemple, du pilote automatique dans l'aviation. Il a été inventé en 1912. On est quand même 104 ans plus tard et toujours 2 pilotes dans l'avion. Donc c'est pas certain du tout. Voilà. Voilà, c'est peut-être un petit peu hors sujet, mais enfin je me questionne quand même comment se fait-il que l'image de la voiture doit encore être liée à la voiture de fonction. Comment se fait-il que les chauffeurs doivent se vouloir en costume-cravate, qu'il y ait peu de femmes? Je trouve qu'il y a là beaucoup de traits extrêmement archaïques ou réactionnaires et que je pense que dans le modèle, moi je me souviens de la ville de Mexico avec tous ces petits taxis où toute population confondue prend un taxi. Je trouve extrêmement curieux que dans nos villes, nos grandes métropoles occidentales, nous soyons en train de reproduire un système de voitures à la oligarque. Ça ne me semble pas vraiment être le modèle qu'une grande partie de la population souhaite. Voilà, merci. Monsieur Lopou, je voulais juste demander, parce que je pense que je n'ai pas bien compris, qu'est-ce que vous voulez exactement dire quand vous dites modèle de la grande remise? Alors, ça me permet de répondre à d'autres questions en même temps. En fait, le modèle de la grande remise, c'était ce qui existait avant. Avant, en fait, on avait les taxis et la grande remise. Donc, les taxis, modèle réglementé par l'État, etc. La grande remise, en fait, c'était des travailleurs indépendants, certains salariés pour travailler pour des entreprises de grande remise. C'était les services de voitures, de chauffeurs privés qui travaillaient essentiellement pour les hôtels, les entreprises, où vous aviez par exemple des mises à disposition, par exemple toute la journée, et qui étaient donc très très bien rémunérés. Et donc ce modèle-là, ça reste en fait le modèle de référence pour SCP, VTC et FO. C'est pour ça qu'ils sont en costume-cravate. Ils le revendiquent en fait comme un modèle justement de côté classe en fait. C'est un beau métier et c'est revendiqué comme ça parce que j'offre une prestation de qualité. Et justement, initialement, c'était je me distingue des taxis. C'est eux le low cost, en fait. Il y a cette tension. Et finalement, il y aurait une sorte de renversement qui reviendrait mettre en question cette identité-là. Et donc, on a encore en fait, du coup, ça s'est transformé en secteur VTC à la place de la grande remise. Et donc, on a, pour le coup, là, une diversité de situations. C'est-à-dire qu'on a des chauffeurs qui travaillent uniquement par les applications, qui, eux, sont pas forcément en costume-cravate. Et ils mettent un peu ce qu'ils veulent, alors, sauf quand ils bossent pour chauffeurs privés qui leur imposent une cravate rouge. Et après, vous avez des chauffeurs qui, eux, continuent d'avoir des courses privées, mais ils sont vraiment très peu nombreux. Parce qu'il faut du réseau. C'est souvent des cas, moi, ceux que j'ai rencontrés qui avaient une clientèle privée, c'est plutôt des chauffeurs, c'est là que je trouvais les chauffeurs les plus âgés et qui étaient plutôt dans des cas de reconversion professionnelle et qui utilisaient en fait, les réseaux, les réseaux dont ils bénéficiaient auparavant dans leur activité. Par exemple, j'en ai un en tête qui faisait de l'import-export avec la Chine. Il s'est reconverti, sa boîte n'a pas fonctionné. Il a dû mettre la clé sous la porte. Il s'est reconverti comme chauffeur VTC. Il a aussi une mototaxi. Déjà, il a du patrimoine qui lui a permis de payer cash la voiture, le mototaxi, ce qui change un peu la donne. Et puis après, en fait, il a contacté tous ses anciens clients chinois pour dire, voilà, maintenant je fais ça. Et donc, il a beaucoup de mises à disposition, justement, pour d'anciens clients à lui. Donc lui, il articule appli et chauffeurs privés. Mais il faut quand même énormément de ressources. Donc ils sont quand même très marginaux, ceux-là. Donc ceux-là s'en sortent. Mais en fait, ils s'en sortent grâce aux courses privées, pour le coup. Et ils sont plus proches de la grande remise. Ok, je pense qu'on peut clôturer ici. Il y a un bar là-bas, on peut boire un verre et discuter. N'oubliez pas ce soir à 19h, la Maison du Livre,
Rue de Rome, mon père ce robot. Qu'est-ce que les robots laisseront aux humains? Voilà, je remercie Sophie Bernard et monsieur. Salut.